Je m'appelle Jennifer et j'ai 35 ans, je suis décoratrice d'intérieur et j'ai tracé mon propre chemin à Tulsa, dans l'Oklahoma. C'était un mardi soir lorsque mon téléphone a vibré avec un texto de maman qui m'a glacé, ne nous appelle pas et ne viens pas nous voir. C'est fini. Mon cœur s'est serré, mais je n'ai ni pleuré ni supplié. J'ai répondu par 2 mots, bien reçu. C'était tout. Des années à investir mon cœur et mon argent dans ma famille, payer les factures médicales de maman, renflouer les dettes de mon frère, maintenir leur restaurant à flot réduit à néant en un seul texto. J'avais toujours été le vilain petit canard, celle qui avait choisi le design plutôt que l'entreprise familiale, celle qu'ils n'ont jamais considérée comme assez bien. Mais ce texto, c'était une ligne dans le sable. Je n'allais pas les courir après. À minuit, mon téléphone explosait. Appels manqués, messages vocaux, textos qui s'accumulaient. Le numéro de maman clignotait encore et encore, puis celui de mon frère, et même celui de papa. Ils paniquaient, et je pouvais deviner pourquoi. J'avais été leur filet de sécurité pendant des années, et maintenant j'en avais fini. Ce qui s'est passé ensuite a complètement bouleversé tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Restez dans les parages pour entendre comment tout s'est effondré. Si vous vous êtes déjà senti rejeté par votre famille, cliquez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire avec votre histoire et abonnez-vous pour suivre le reste de cette aventure folle. En grandissant à Tulsa, notre famille semblait incarner le rêve américain. Mon père dirigeait une chaîne de restaurants, une légende locale qui avait transformé un simple café en une entreprise florissante. Maman avait abandonné sa carrière dans la banque pour se tenir à ses côtés, gérant la maison et adoucissant ses aspérités. Mon frère, Brandon, de 4 ans mon cadet, était l'enfant chéri, celui sur lequel ils fondaient leurs espoirs pour perpétuer l'héritage familial. Et moi? J'étais Jennifer et, le vilain petit canard, rêvant d'espace et de couleurs, pas de menu et de marge bénéficiaire. Dès le début, papa a clairement indiqué ce qu'il attendait de moi. Les restaurants sont notre avenir, disait-il au dîner, sa voix empreinte d'autorité. Tu apprendras le métier, Jennifer. Mais je n'étais pas attiré par les tabliers tachés de graisse ni par l'équilibrage des comptes. Je voulais concevoir des intérieurs des maisons, des endroits où les gens se sentent vivants. Au lycée, je griffonnais des plans d'étage dans des cahiers, imaginant des bureaux élégants et des salons confortables. Quand j'ai dit à papa que je voulais étudier le design d'intérieur, il a ri. C'est un passe-temps, pas une carrière, a-t-il dit, son ton suffisamment tranchant pour couper. Maman est restée silencieuse, ses yeux fuyants, choisissant déjà son camp. À 17 ans, j'ai postulé dans une grande école d'art à Chicago. La lettre d'acceptation est arrivée, et j'étais aux anges. Mais la réaction de papa m'a anéanti. Si tu ne rejoins pas les restaurants, tu te débrouilles, a-t-il dit, les bras croisés. Pas de frais de scolarité, pas de soutien. Maman a acquiescé, son silence plus fort que des mots. Brandon, à peine 13 ans, a souri comme s'il avait gagné quelque chose. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison, leur favoritisme envers lui creusant déjà un fossé. J'ai travaillé dans 2 emplois serveuse et tutrice pour couvrir ce que les bourses ne couvraient pas. Des nuits tardives, des quarts de travail interminables et une montagne de prêts étudiants m'ont permis de m'en sortir. Papa n'a jamais demandé comment je me débrouillais, et les rares « je suis fier de toi » de maman sonnaient creux quand elle se retournait et s'extasiait sur les tentatives tièdes de Brandon d'aider au restaurant. Il ne pouvait rien faire de mal, même quand il séchait des cours ou gâchait des commandes. Je me souviens d'un Noël où je suis rentré de l'université. Brandon a oublié de fermer à clé l'un des restaurants, et un cambriolage a coûté des milliers de dollars. Papa a balayé ça du revers de la main. Il apprend, a-t-il dit, tandis que je me faisais sermonner pour avoir manqué un dîner de famille pour terminer un projet de design. La distance s'est creusée. Papa se concentrait toujours sur Brandon, le fils qui hériterait de l'Empire, même s'il s'en souciait peu. Maman suivait l'exemple de papa, sa chaleur étant réservée à lui. J'ai essayé de rester proche d'elle, en appelant le week-end, en partageant mes croquis, mais ses réponses étaient courtes, distraites. Brandon aide au restaurant, disait-elle, comme si c'était une marque d'honneur. J'avais envie de crier, et moi alors? Mais je l'ai ravalé, pensant qu'un jour il verrait ma valeur. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, la rupture était indéniable. Je m'étais fait un nom à Tulsa, en concevant des hôtels-boutiques et des maisons haut de gamme. Mais lors des réunions de famille, il était toujours question des restaurants. « Quand vas-tu nous rejoindre ?» demandait papa, comme si ma carrière n'existait pas. Brandon intervenait,
plaisantant sur mes dessins sophistiqués, et maman souriait, ne me défendant jamais. Leur favoritisme n'était pas qu'un sentiment. C'était un mur. Et j'étais du mauvais côté de ce mur. Avec le recul, ces années ont préparé le terrain pour tout ce qui a suivi. J'ai continué à essayer de faire mes preuves, de gagner une place dans leur monde. Mais plus je poussais, plus il devenait clair, ils avaient choisi Brandon, et je n'étais que le plan de secours dont ils ne voulaient pas. Après l'école d'art, je me suis lancé à corps perdu dans la construction de ma carrière de décoratrice d'intérieur. Chicago m'avait appris à voir grand, à transformer des espaces en histoire, et pas seulement en pièces. De retour à Tulsa, j'ai commencé petit, en redessinant des cafés locaux, en transformant des dîners exigus en havre de paix accueillants. Ma première grande opportunité s'est présentée à 27 ans, lorsqu'une chaîne d'hôtels-boutiques m'a engagé pour rénover ses halls d'entrée dans tout l'Oklahoma. Des lignes épurées, des textures chaudes et une touche d'élégance moderne, mes créations ont attiré l'attention. Bientôt, des restaurants haut de gamme et des maisons privées ont fait appel à moi, et mon nom, Jennifer, a commencé à apparaître dans les blogs de design locaux. À 30 ans, je signais des contrats à 6 chiffres, me forgeant une réputation de designer incontournable de Tulsa pour les espaces de luxe. Mais à la maison, c'était une autre histoire. Il y a 5 ans, maman est tombée gravement malade. Les médecins n'ont pas adouci la vérité. Son traitement coûterait des dizaines de milliers de dollars, voire plus. Les restaurants de papa avaient du mal à faire face à la hausse des coûts, et l'assurance couvrait à peine les bases. Je n'ai pas hésité. J'ai viré de l'argent pour ces factures d'hôpital, couvrant les consultations de spécialistes et les médicaments. On te remboursera, a dit papa au téléphone, sa voix sèche, mais je savais qu'il ne fallait pas s'attendre à ça. Maman a envoyé un texto, merci, Jennifer. Mais c'était tout. Pas d'appel, pas de véritable gratitude. Ça m'a piqué au vif, mais je me suis dit que c'était pour sa santé, pas pour leur approbation. Et puis il y a eu Brandon. Mon frère, à peine sorti de la vingtaine, avait lancé une activité parallèle, un food truck qui a fait faillite en quelques mois. Il avait accumulé des dettes, maximisé ses cartes de crédit et ne pouvait pas couvrir sa part des dépenses du restaurant familial. Papa m'a appelé un soir, son ton très professionnel. Brandon a besoin d'aide, a-t-il dit, comme si c'était mon rôle de réparer ça. J'ai envoyé l'argent $30 000 pour éponger ses dettes et $20 000 supplémentaires pour maintenir les restaurants à flot. Brandon n'a jamais dit merci. Au lieu de ça, lors d'un barbecue familial, il s'est vanté d'avoir redressé la situation lui-même, comme si mon argent ne l'avait pas sauvé. Papa lui a tapé dans le dos, fier, tandis que je restais là, invisible. J'ai continué à donner. Quand l'un des restaurants a eu besoin de nouveau matériel, une chambre froide qui coûtait une fortune, je l'ai couverte. Quand le traitement de maman a nécessité un spécialiste à Dallas, j'ai payé les voyages et les consultations. À chaque fois, j'espérais qu'il me verrait vraiment, et pas seulement comme un chéquier. Mais lors des dîners de famille, on parlait toujours des restaurants, du potentiel de Brandon ou des projets d'expansion de papa. Mon travail était à peine mentionné. Une fois, j'ai partagé un article de magazine sur mes créations d'hôtels, pensant que maman pourrait être fière. Elle y a jeté un coup d'œil et a dit, c'est bien, mais Brandon travaille si dur au restaurant. J'ai forcé un sourire, la poitrine serrée par la déception. Ce schéma m'a épuisé. J'appelais maman pour prendre de ses nouvelles, espérant une vraie conversation, mais elle pivotait sur la dernière idée de Brandon ou sur le stress de papa. Papa ne me demandait jamais rien sur mes projets, n'appelant que quand ils avaient besoin de quelque chose. Le restaurant est à court d'argent ce mois-ci, disait-il, et je transférais les fonds, me sentant plus comme un guichet automatique qu'une fille. Brandon, quant à lui, se comportait comme s'il en avait le droit, comme si ma réussite était due à la famille. Tu t'en sors bien, alors pourquoi ne pas aider, a-t-il dit une fois, avec désinvolture, comme si mes années de labeur ne comptaient pour rien. Avec le recul, je vois à quel point j'étais naïve, en pensant que l'argent gagnerait leur respect. Chaque chèque que j'ai fait, chaque facture que j'ai payée, était une tentative de combler le fossé qu'ils avaient creusé. Mais ils ont tout pris des centaines de milliers au fil des ans et n'ont rien donné en retour. Pas même un signe de reconnaissance. La blessure s'est accumulée, silencieuse mais lourde. Et j'ai commencé à me demander si je serais jamais assez bien pour eux. 5 ans après le début de ma carrière, j'ai présenté une idée audacieuse à ma famille. Mon entreprise de décoration d'intérieur était florissante,
et je rêvais d'une nouvelle activité, une entreprise de design durable axée sur les matériaux écologiques pour les hôtels et les restaurants. Ce n'était pas seulement un projet passionnel, c'était un plan d'affaires étayé par des études de marché, montrant la demande de design écologique dans le secteur de l'hôtellerie en pleine croissance à Tulsa. J'avais besoin de capitaux pour développer l'entreprise, et pour la première fois, j'ai pensé que ma famille pourrait voir mon projet comme plus qu'un passe-temps. J'ai préparé une présentation, avec des détails sur les coûts et les rendements prévus, et je les ai invités à une réunion dans notre maison familiale. Je me suis tenu dans la salle à manger, mon ordinateur portable ouvert, les diapositives prêtes. Papa était assis à la tête de la table, les bras croisés, son visage illisible. Maman planait à proximité, préparant le café, évitant mon regard. Brandon était avachi sur sa chaise, faisant défiler son téléphone, ne prêtant pratiquement aucune attention. Sa femme, Tara, était assise tranquillement à côté de lui, m'offrant un petit sourire. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à expliquer comment les matériaux durables pouvaient réduire les coûts à long terme et attirer les clients soucieux de l'environnement. Cela pourrait mettre Tulsa sur la carte, ai-je dit, ma voix assurée malgré la nervosité. Je demande un investissement de 200 000 $. Je vous rembourserai avec intérêt. Papa ne m'a pas laissé finir. Un rêve chimérique, a-t-il interrompu, se penchant en avant. Tu crois que les hôtels se soucient du bois recyclé? Ils veulent du bon marché, pas des expériences fantaisistes. Ces mots ont frappé comme une gifle, mais j'ai continué, montrant des données sur la demande des clients. Brandon a ricané, sans même lever les yeux. On dirait du gaspillage d'argent, a-t-il dit. Pourquoi tu ne t'en tiens pas à la décoration de maison? J'ai serré les poings sous la table, le visage brûlant. J'avais passé des mois sur ce plan, et il le rejetait sans même y jeter un coup d'œil. Maman est restée silencieuse, réarrangeant les serviettes, sa façon habituelle d'éviter les conflits. Je me suis tourné vers elle, espérant une bride de soutien. Maman, tu as vu mon travail. Tu sais que je peux faire ça. Elle a hésité, puis a murmuré, ça a l'air risqué, Jennifer. Les restaurants, c'est ce qu'on connaît. Ces mots ont fait plus mal que ceux de papa. J'avais payé ses traitements, maintenu leur entreprise à flot, et j'étais toujours l'étrangère. Tara a pris la parole, sa voix douce mais claire. Je pense que c'est innovant, a-t-elle dit, jetant un coup d'œil nerveux à Brandon. La durabilité est très importante maintenant. Pendant un instant, j'ai ressenti une étincelle d'espoir, mais Brandon lui a jeté un regard noir, et elle s'est rabaissée, ne disant plus rien. Papa a fait un geste de la main, interrompant la discussion. On ne va pas jeter de l'argent là-dedans, a-t-il dit. Brandon travaille sur un nouvel emplacement de restaurant. C'est notre priorité. Brandon a souri, comme s'il avait gagné une compétition à laquelle je ne savais pas participer. J'ai essayé une dernière fois. Ce n'est pas une aumône, ai-je dit, ma voix s'élevant. C'est un investissement avec des retours. J'ai construit ma carrière à partir de rien. Vous savez que je suis capable de le faire. Papa a secoué la tête. Tu as choisi ton chemin, Jennifer. Brandon a ajouté, l'entreprise familiale passe avant tout. Peut-être que si tu aidais au restaurant, on te prendrait au sérieux. J'avais envie de crier. Je leur avais donné des centaines de milliers de $, je les avais renfloués à plusieurs reprises, et ils me voyaient toujours comme une enfant avec un carnet de croquis. La pièce me paraissait plus petite, l'air lourd de leur rejet. J'ai rangé mon ordinateur portable, les mains tremblantes. Tara a croisé mon regard en partant, murmurant « Je suis désolé, mais ça n'a pas aidé ». En rentrant chez moi en voiture, j'ai repassé leurs mots, chacun d'eux me rappelant que je ne serais jamais assez bien. Papa se concentrait sur Brandon, toujours. Brandon, peu importe le nombre de fois où je faisais mes preuves. Le silence de maman était tout aussi mauvais, sa loyauté liée à la vision de papa. Même Tara, qui voyait le potentiel de mon idée, ne pouvait pas leur tenir tête. Ce soir-là, je me suis assise seule dans mon appartement, regardant mon plan d'affaires. J'y avais mis tout mon cœur, tout comme j'avais mis tout mon cœur dans ma famille. Mais leur rejet n'était pas seulement une question d'argent. C'était à propos de moi. Ils ne croyaient pas en moi, et ça faisait plus mal que je ne pouvais l'admettre. Je ne le savais pas à l'époque, mais cette réunion était le début de la fin. Un soir, après un dîner de famille, j'ai entendu quelque chose que je n'étais pas censé entendre. La table était débarrassée, et j'étais entré dans la cuisine pour prendre ma veste, prévoyant de rentrer chez moi.
Tara s'attardait près de l'évier, ses mains tripotant un torchon. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, puis m'a tiré à part, sa voix à peine un murmure. Jennifer, il y a quelque chose que tu dois savoir, a-t-elle dit, ses yeux se dirigeant vers la salle à manger où papa et Brandon parlaient. Brandon prend de l'argent au restaurant. Des milliers. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés. Mon estomac s'est noué. Je savais que les restaurants avaient des problèmes, mais je pensais que c'était juste une mauvaise gestion. Il fait de l'écrémage depuis des années, a ajouté Tara, sa voix tremblant. J'ai trouvé des reçus, des comptes cachés. Il ment à tes parents. Je suis resté figé, en train de traiter ses paroles. Tara avait l'air terrifiée, comme si elle venait de trahir son propre mari. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de papa s'élever de la pièce d'un accent grave côté. Je me suis approché en rampant, restant hors de vue derrière l'embrasure de la porte. Ils parlaient à maman, leur voix basse mais vive. Nous devons finaliser le testament, a dit papa, son ton ferme. Brandon est le seul à maintenir cette famille ensemble. Jennifer fait sa propre affaire. Elle ne se soucie pas de nous. Mon cœur s'est emballé. Maman a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu saisir, puis a dit, elle nous a tellement donné, Steven. Papa l'a coupé. De l'argent, pas de la loyauté. Brandon est notre héritage. Nous lui laisserons les restaurants. J'avais l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Ils étaient en train de me couper, de m'effacer de leur avenir après tout ce que j'avais fait. Je me suis éclipsé par la porte de derrière, mon esprit en ébullition. Toutes ces années à payer les factures médicales de maman, à renflouer Brandon, à sauver leur restaurant, et ils me considéraient comme déloyal. Je suis rentré chez moi en voiture, dans un état second, repassant la confession de Tara et les paroles de papa. Le vol de Brandon expliquait les pénuries de liquidités constantes, les paiements tardifs aux fournisseurs que j'avais couverts. Et pourtant, il le choisissait, le récompensait. La trahison me brûlait, mais je n'étais pas prête à les affronter. Pas encore. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un texto de maman, ne nous appelle pas et ne viens pas nous voir. C'est fini. Les mots ont frappé comme un coup de poing. J'ai regardé l'écran, les mains tremblantes. Ce n'était pas seulement une question de testament, c'était personnel. Maman, celle dont j'avais toujours été la plus proche, était en train de me rejeter. J'ai répondu « bien reçu » et j'ai cliqué sur « envoyer » avant de pouvoir trop réfléchir. Mes doigts planaient au-dessus du bouton d'appel, mais je me suis arrêté. Plus de poursuites, plus de supplications. S'ils voulaient que je parte, je leur donnerais exactement ça. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé tous les paiements récurrents que j'avais mis en place pour eux. Les dépenses médicales de maman supprimées. Les paiements des dettes de Brandon arrêtés. Les factures d'électricité des restaurants, ce n'était plus mon problème. J'avais dépensé plus de 300 000 $ pour les maintenir à flot, des centaines d'heures à travailler pour financer leur vie, et ils me l'avaient jeté à la figure. Couper ces liens, c'était comme se débarrasser d'un poids que je portais depuis des années. Mais ça faisait aussi mal. Je ne me contentais pas de couper l'argent, je laissais tomber l'espoir qu'ils me voient un jour. Alors que je restais assise là, à regarder les emails de confirmation des transactions annulées, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de rage. Les mots de Tara continuaient de résonner, le vol de Brandon caché pendant des années. Depuis combien de temps était-il au courant? Maman et papa avaient-ils couvert ses actes? Ou étaient-ils inconscients? Quoi qu'il en soit, leur choix de le favoriser par rapport à moi était clair. J'ai pensé à appeler Tara, à lui demander plus de détails, mais je ne l'ai pas fait. Elle avait pris un risque en me le disant, et je n'étais pas sûr de savoir où se situait sa loyauté. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, le texto de maman brûlant dans mon esprit, c'est fini. Ce n'était pas seulement un message, c'était une déclaration. Ils avaient choisi leur camp, et je n'en faisais pas partie. Mais je n'étais plus la même fille qui avait supplié pour leur approbation. J'avais construit ma vie sans eux. Et maintenant, j'allais la protéger. Leur trahison avait allumé un feu en moi. Et je n'allais pas le laisser me consumer. À minuit, mon téléphone était une tempête de notifications, appels manqués, messages vocaux, textos. Le numéro de maman a clignoté en premier, puis celui de Brandon, puis celui de papa. Ils devaient avoir réalisé que j'avais coupé l'argent. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise sur mon canapé, regardant l'écran, chaque vibration resserrant le nœud dans ma poitrine.
Après avoir été leur filet de sécurité pendant des années, j'avais débranché la prise, et ils étaient en train de se défaire. Le premier message vocal de Brandon était venimeux. « Tu crois que tu peux partir comme ça, Jennifer ?» a-t-il craché. « Tu es égoïste, tu nous laisses tomber comme ça. » Égoïste ? J'ai failli rire. J'avais remboursé ses dettes, soutenu les restaurants, et il avait le culot de me traiter d'égoïste. Son message suivant était pire. « Tu vas le regretter », a-t-il dit, sa voix basse. « Nous intenterons une action en justice si nécessaire. » Je l'ai supprimé, ma main ferme, mais mon cœur s'emballant. Une action en justice pourquoi ? Les avoir sauvés de son bordel pendant des années ? Les textos de maman sont arrivés ensuite. Un flot de culpabilisation. « Comment as-tu pu me faire ça ?» disait l'un d'eux. « Après tout ce que j'ai vécu, tu abandonnes ta propre mère. » Un autre, « Je t'ai mieux élevé que ça. » J'ai regardé ses mots, sa tentative de tourner le couteau dans la plaie. Elle avait toujours su comment toucher ma corde sensible, me rappelant les discussions nocturnes que nous avions eues, celles qui, je pensais, avaient une signification. Mais maintenant, ça ressemblait à de la manipulation, pas à de l'amour. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas laisser ces mots me ramener en arrière. L'appel de papa est arrivé à 1h du matin. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, sa voix résonnant dans le haut-parleur. « Jennifer, tu dois réparer ça », a-t-il dit, comme si j'étais une employée qui avait gâché une commande. Les restaurants ne peuvent pas survivre sans ton aide. Tu nous dois ça. Ah bon ? J'avais donné plus de 300 000 $ et des années de ma vie, et ils m'avaient rayé de leur testament, avaient rejeté ma carrière, avaient choisi Brandon malgré ses mensonges. J'ai enregistré le message vocal, non pas par culpabilité, mais comme un rappel de qui ils étaient. Au matin, les messages continuaient d'arriver. Brandon a envoyé un autre texto, « Tu es en train de détruire cette famille. C'est de ta faute. » Je pouvais l'imaginer faire les 100 pas, blâmant tout le monde sauf lui pour le trou qu'il avait creusé. Tara a appelé une fois, mais n'a pas laissé de message. Je me suis demandé si elle se sentait prise au milieu, sachant ce que Brandon avait fait, mais trop effrayée pour prendre la parole à nouveau. Le message vocal suivant de maman était plus doux, presque une supplication. « Jennifer, s'il te plaît », a-t-elle dit, sa voix se brisant. « Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous tourner le dos comme ça. » Je voulais croire qu'elle le pensait, mais son texto, « C'est fini », brûlait toujours dans mon esprit. Une famille ne vous rayait pas de cette façon. Le deuxième appel de papa est arrivé cet après-midi. J'ai décroché, pensant, peut-être, juste peut-être, qu'il admettrait qu'ils avaient tort. Au lieu de ça, il s'est lancé à corps perdu. « Tu mets la santé de ta mère en danger », a-t-il dit. Ces traitements ne sont pas bon marché, et les restaurants saignent. Tu dois te ressaisir. Pas un mot sur le testament, le vol de Brandon ou leur trahison. J'ai serré le téléphone, ma voix calme mais froide. Je me suis ressaisi pendant des années, papa. J'en ai fini. Il a fait une pause, puis a dit, tu changeras d'avis quand tu verras ce que ça nous fait. J'ai raccroché, ma détermination se renforçant. Le barrage n'a pas cessé. Le message suivant de Brandon menaçait de me dénoncer, quoi que ça veuille dire. Tout le monde saura comment tu nous as trahis, a-t-il écrit. J'ai levé les yeux au ciel. Les trahir ? Après avoir porté leur poids pendant des années ? Maman a envoyé un autre texto, invoquant des souvenirs de mon enfance. Tu te souviens quand je t'ai aidé avec tes premiers croquis, a-t-elle écrit. J'ai toujours été là pour toi. Mais elle ne l'avait pas été. Pas quand j'avais besoin qu'elle me défende. Pas quand il se moquait de mes rêves. Je suis restée silencieuse à travers tout ça. Chaque message, chaque appel, était une tentative désespérée de me ramener dans leur chaos. Mais je voyais ça clairement maintenant. Ils ne me voulaient pas, juste mon argent. J'ai vérifié mon compte bancaire, confirmant les paiements annulés. Plus de couverture des factures médicales de maman. Plus de renflouement de Brandon. Plus de sauvetage des restaurants de papa. J'avais passé des années à essayer de gagner leur respect, mais ce n'était pas le respect qu'ils offraient. C'était le contrôle, et j'en avais fini de le leur donner. À la fin de la semaine, leur panique n'avait fait que croître. Leurs mots, en colère, suppliants, menaçants, s'accumulaient. Mais je n'ai pas vacillé. J'avais fait mon choix, non pas par dépit, mais par survie.
Je n'étais plus leur guichet automatique. J'étais Jennifer et j'en avais fini d'être leur plan de secours. Une semaine plus tard, je les ai rencontrés dans un café de Tulsa. J'avais accepté une dernière conversation, non pas pour me réconcilier, mais pour fermer la porte pour de bon. L'air était lourd de tension alors que j'entrais, apercevant papa, maman et Brandon à une table d'angle. Tara n'était pas là. Elle m'avait envoyé un texto d'excuses, disant qu'elle ne pouvait pas faire face aux conséquences. Je me suis assise, ma posture droite, ma détermination inébranlable. Je n'étais plus la même Jennifer qui avait supplié pour leur approbation il y a des années. J'ai commencé par la vérité. J'ai vendu mon projet de design durable, ai-je dit, ma voix assurée. Une entreprise nationale l'a acheté pour $1 million. Leurs yeux se sont écarquillés, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai construit ça à partir de rien, sans votre aide, malgré vos doutes. La mâchoire de papa s'est serrée. Maman a baissé les yeux, et Brandon s'est agité inconfortablement. Je me suis penché en avant. Je vous ai tout donné de l'argent, du temps, de la confiance. Et vous l'avez jeté. Vous avez choisi Brandon plutôt que moi, même après qu'il vous ait volé. Je n'ai pas mentionné le nom de Tara, protégeant son secret. Le visage de Brandon est devenu rouge. Tu mens, a-t-il rétorqué. Tu es juste jalouse, tu essaies de nous démolir. Je n'ai pas sourcillé. Les reçus ne mentent pas, Brandon. Je sais ce que tu as fait. La main de maman s'est portée à sa bouche, mais elle n'a pas parlé. La voix de papa était tranchante. Tu n'as pas le droit de nous juger, a-t-il dit. Tu as quitté l'entreprise familiale. J'ai ri, un son amer. J'ai quitté l'entreprise. Vous m'avez poussé dehors, papa. Vous m'avez rayé de votre testament. Vous m'avez traité de déloyal. Maman a tenté sa tactique habituelle, sa voix douce et suppliante. Jennifer, nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous tourner le dos maintenant. J'ai croisé son regard, sans ciller. Vous m'avez tourné le dos en premier, maman. Ce texto c'est fini, était votre choix. Elle a tressailli, les larmes montant, mais je n'ai pas été ému. J'en ai fini d'être votre filet de sécurité, ai-je dit. Je mérite le respect, pas la manipulation. Si vous ne pouvez pas me le donner, c'est terminé. Brandon a ricané. Tu crois que tu es meilleur que nous? Tu reviendras en rampant. J'ai secoué la tête. Non, Brandon. Je ne reviendrai pas, je me suis levé, ma chaise raclant le sol. C'est tout, ai-je dit. Plus d'argent, plus d'appels, plus de chance. Le visage de papa s'est durci. Tu vas le regretter, Jennifer, a-t-il dit, reprenant la menace de Brandon d'il y a une semaine. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti par la porte du café, claquant derrière moi, le cœur lourd mais libre. Je n'ai pas regardé en arrière. 1 an plus tard, j'ai entendu les conséquences par des amis communs. Les restaurants familiaux ont fait faillite, incapables de survivre sans mon soutien financier. Brandon a eu des problèmes juridiques. Les fournisseurs l'ont poursuivi en justice lorsque ses comptes cachés ont été mis en lumière, exposant des années de vol. Maman et papa se sont retirés dans une vie tranquille et isolée, leur héritage en ruine. Tara, ai-je appris, avait quitté Brandon, repartant à zéro ailleurs. Je n'ai pas repris contact. Ce chapitre était clos. Je suis allé de l'avant, versant mon énergie dans mon entreprise de design. La vente de mon projet m'a donné la liberté de me développer, d'embaucher une équipe, de prendre des clients internationaux. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était la mienne, construite selon mes conditions, pas les leurs. J'ai trouvé la paix en fixant des limites, en me choisissant moi-même plutôt qu'une famille qui ne m'a jamais choisi. La douleur de leur trahison persistait, mais elle ne me définissait plus. Avec le recul, j'ai appris quelque chose de vital, le respect commence par soi-même. J'ai passé des années à essayer de gagner leur amour, pensant que je devais prouver ma valeur. Mais aucune somme d'argent ou de sacrifice ne pouvait changer la façon dont ils me voyaient. Fixer des limites n'était pas égoïste, c'était une question de survie. Cela m'a appris à valoriser ma propre valeur, à m'éloigner de ceux qui ne le font pas. J'espère que vous qui écoutez cette histoire, vous en prendrez note. La famille n'est pas une obligation d'endurer la douleur, c'est un lien qui doit vous élever. Si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de laisser tomber. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce parcours.
Ce n'était pas facile à partager, mais c'est ma vérité. J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions. Avez-vous déjà eu à fixer des limites avec votre famille? Laissez un commentaire ci-dessous et parlons-en. Vos histoires comptent, et je suis reconnaissante à chacun d'entre vous qui a écouté.